Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir une collègue, Rosa Verdugo Mates, qui est, comme son nom l'indique, espagnole, n'est-ce pas, et qui est professeur à l'université de Santiago de Compostelle. Voilà. Et elle va nous permettre de sortir un peu de nos frontières hexagonales pour aller voir ce qui se passe dans les pays voisins européens. Et le sujet abordé, ce sera l'immigration et les intérêts économiques en Espagne, sachant que on parle beaucoup à l'heure actuelle de migration, hein, et c'est peut-être intéressant d'avoir un point de vue sur un pays voisin, et je crois que Rosa abordera certainement aussi des aspects historiques de l'immigration pour terminer avec l'actualité. Bien, voilà ce que nous allons entendre ce soir. Alors, pour aborder ce sujet, on va envisager de trois parties. Tout d'abord, le rôle des pays du sud de l'Europe dans l'immigration internationale, puis la préférence des Espagnols pour les Latino-Américains, et enfin, les intérêts économiques de l'Espagne à l'étranger. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans les pays du nord de l'Europe, s'est produit une croissance économique sans précédent, très forte, mais aussi une décélération de la croissance de la population à cause de la fin de la transition démographique. Mais cependant, dans les pays du sud de l'Europe, les dynamiques sont opposées. Il y a une faible croissance économique et une forte croissance de la population. Il est résulté de ce qui précède que les pays du nord de l'Europe avaient besoin de main d'œuvre étrangère pour développer leur croissance économique potentielle. Et tandis que les pays du sud de l'Europe n'étaient pas capables de créer des emplois pour employer leur population. En conséquence, nombreux travailleurs des pays du sud migrent vers les pays du nord de l'Europe pour aller chercher un emploi. Mais l'avènement de la crise de 1973 change cette dynamique migratoire. Dans les pays du nord de l'Europe, les chômages augmentent et les pays n'ont plus besoin de travailleurs étrangers. Les pays européens sortent de la crise dans les années 80, mais les changements économiques, politiques et sociaux dans les pays du sud de l'Europe ont réduit la sortie des migrants. Voici quelques changements qui se produisent. Politiques et sociaux, la fin de la dictature au Portugal, en Grèce et en Espagne, et le début de l'État-providence. Économique, l'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal à la CDE. Depuis cette adhésion, ces pays reçoivent des fonds structurels qui se répercutent positivement sur la croissance de leur économie. Et dans les années 90, l'Union européenne enregistre une croissance économique qui est plus élevée dans les pays du Sud. Maintenant, c'est le contraire. Et voilà. Et pendant la période de 1995 à 2005, le taux de croissance annuel accumulatif dans l'Union européenne 15, c'est pour la moyenne, c'est ici, c'est l'Union européenne. Le 15, c'est ici, c'est 4%. Allemagne, c'est moins de 2%. Ah, pardon. Allemagne, c'est moins de 2%. Et les pays du Sud sont les plus hauts. C'est les Grèce, c'est 8%, Espagne, 7%, Portugal, Italie, plus de 5%. Alors, de plus, dans les années 90, les pays du sud de l'Europe enregistrent une décélération de la croissance de leur population. C'est dans ce contexte que ces pays
ont besoin de travailleurs étrangers pour pouvoir développer leur croissance potentielle. Ainsi, les pays du sud de l'Europe enregistrent une augmentation de leur population immigrante. Dans la période 1995-2008, il y a une augmentation de 11,7 millions d'étrangers dans l'Union européenne 15, parmi lesquels 4,7 millions en Espagne et 2,7 millions en Italie. L'augmentation est plus élevée dans les pays du sud de l'Europe. Si on considère le numéro d'immigrants dans l'année 2008, on peut voir que le deuxième place est pour l'Espagne. Le premier pays c'est l'Allemagne avec 7 millions et l'Espagne avec 5 millions d'étrangers. C'est pour l'augmentation dans cette période de croissance. Mais pourquoi il y a cette croissance de la population étrangère en Espagne? Voici quelques facteurs pour expliquer ça. Voici quelques facteurs qui ont favorisé l'augmentation d'immigrants en Espagne. Les fonds structurels qui arrivent à la CE ont été utilisés pour la création d'infrastructures. Alors, l'augmentation des emplois dans le secteur de la construction. L'adhésion espagnole à la CE a augmenté les emplois dans le secteur agricole parce que l'agriculture dans la région méditerranéenne a été favorisée aussi. À partir des années 90, la bulle immobilière a créé beaucoup d'emplois dans le secteur de la construction. Le poids élevé de l'économie non déclarée a favorisé le travail des immigrants clandestins. Les liens historiques entre l'Espagne et les pays de l'Amérique latine ont favorisé l'entrée des latino-américains. La proximité géographique entre l'Espagne et l'Afrique a favorisé l'entrée des Africains. La législation espagnole a été plus permissive avec l'entrée des étrangers que celle des pays du nord de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y a pas beaucoup d'immigrants, alors la législation c'est très permissive. Petit à petit, il va changer, mais dans les années 90, c'est beaucoup permissif avec l'entrée. Alors, ces changements quantitatifs de l'augmentation des immigrants ont été accompagnés d'autres changements qualitatifs. Jusqu'à l'année 2000, les Marocains sont les premières nationalités d'étrangers dans le territoire espagnol. Mais à partir de l'année 2000, on va voir que les latino-américains vont augmenter d'une façon plus exponentielle. Alors, en 2008, les Marocains sont ici, c'est la méthode des latino-américains sont plus d'1 million. Mais on va dire que la préférence des Espagnols pour les latino-américains a favorisé cette augmentation. C'est un facteur, c'est la préférence des Espagnols pour les latino-américains. Alors, en deuxième partie, on va aborder ce sujet. On va démontrer qu'il y a une préférence pour les latinos. Alors, on va présenter quelques données qui montrent la préférence de la société espagnole pour les latino-américains. Par exemple, je mets ici les mots en français pour comprendre, parce que les premières colonnes c'est beaucoup, après c'est assez, après c'est peu et après c'est beaucoup. On demande à les Espagnols si vous avez sympathie pour ces collectifs. Les Espagnols ils vont faire la réponse. Et on peut voir que les deux premières colonnes, que c'est beaucoup ou assez sympathie, les plus élevés sont les Argentins, après les Mexicains, et normalement sont les Latino-américains. Mais les peu et aucun, les plus élevés sont les Marocains. Alors les plus sympathiques c'est pour les collectifs, normalement sont les Latino-américains, mais les moins sympathiques c'est pour les Marocains. Les mêmes mesures, si on demande si vous avez confiance avec ce collectif, puis on va dire beaucoup de confiance ou assez confiance avec les latinos,
généralement, mais aucune confiance pour les Marocains. Si on fait l'addition de ça et de ça, c'est vers 60%. C'est-à-dire que peu ou aucune confiance dans ces collectifs de Marocains. Mais c'est le contraire pour les, par exemple, les Argentins, si on fait l'addition de 8 et 50 000, c'est vers 60% sur 18. Peut-être que le motif de ces préférences est que les Espagnols pensent que les Latino-Américains ont moins de difficultés pour s'intégrer dans la société espagnole. Non? En effet, si on demande, vous pensez que les Latino-Américains c'est plus facile pour l'intégration, plus de 70% disent oui, c'est plus facile. Oui, pour les Espagnols, les aspects les plus importants pour permettre l'entrée des étrangers, si on demande qu'est-ce qu'on doit valoriser pour permettre l'entrée des étrangers, vont dire que primaire serait le premier facteur, c'est adopter le mode de vie des Espagnols, c'est pour ça s'intégrer. Le deuxième, c'est avoir les qualifications professionnelles dont l'Espagne a besoin. Mais le troisième, c'est que parler l'espagnol. Alors, si on fait l'addition de ça et de ça, que c'est très important ou important, c'est plus, bon, c'est vers 50%. Non? Alors, on va penser dans les latino-américains. Alors, non? Et pourtant, l'existence de différentes religions est l'aspect le plus négatif pour les Espagnols. On peut voir l'aspect le plus négatif si on va regarder la ligne. Non? Le pourcentage le plus élevé, c'est la religion. C'est pourtant le plus négatif. On demande qu'est-ce que vous pensez qu'à la société espagnole, aujourd'hui, il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures, beaucoup de religions, beaucoup de races. C'est positif ou négatif? Et les Espagnols disent que le plus négatif, c'est l'existence de différentes religions. Par conséquence de tout ça, les Espagnols préfèrent faciliter les séjours en Espagne des Latino-Américains. Si on demande, est-ce que si on va dar préférence à quelques nationalités, qu'est-ce que vous dites? Les vers 60% disent Latino-Américains et 4% Marocains. C'est une différence énorme. Le professeur Antonio Izquierdo, c'est un professeur qui a analysé beaucoup l'immigration en Espagne, a remarqué quelques facteurs qui expliquent la préférence des Espagnols pour les Latino-Américains. En premier lieu, parmi les Latino-Américains, dit le professeur, il y a des travailleurs qualifiés dont l'Espagne a besoin. En deuxième lieu, beaucoup de Latino-Américains viennent en Espagne pour motifs familiaux, par exemple les mariages, retrouver la famille. Et en troisième lieu, dit le professeur, les Latino-Américains réduisent la dépendance à la main d'œuvre marocaine parce qu'ils ne sont préférés pour les Espagnols, alors vont permettre de faire la réduction des Marocains. La préférence de la société espagnole pour les Latino-Américains a donné une légitimité au gouvernement espagnol pour favoriser ces collectifs. S'ils sont préférés, c'est plus facile pour le gouvernement. On va présenter maintenant quelques données qui montrent cet aspect, comment le gouvernement espagnol a favorisé ces collectifs. Par exemple, en premier lieu, la loi espagnole favorise l'accès des Latino-Américains à la nationalité. Les originaires de l'Amérique latine doivent accréditer 2 ans de résidence en Espagne et les autres étrangers 10 ans. Non? Alors, par exemple, l'année 2013, du total des Marocains, uniquement sont naturalisés 100%, et les Latinos sont les 18%. Non? Et les Colombiens, c'est plus de 20%, et les Équatoriens, vers 20%. En deuxième lieu, après la loi sur les étrangers de 2000, la présence d'étrangers c'est beaucoup, non? Il y a un changement de loi, et il a créé un système appelé contingent, c'est pareil à quota,
les contingents pour recruter des travailleurs dans les pays d'origine selon les besoins de l'économie espagnole. L'Équateur et la Colombie ont été les principaux pays qui ont bénéficié de ce système en augmentant le nombre de travailleurs de ces pays en Espagne. En 1999, ici, du 100% de permis de travail, 40% sont pour les Marocains, mais dans les 2002, après ce système, c'est uniquement les 15%. Et les latinos, c'est le contraire, c'est très bas, et après très haut, et plus de 50% des permis de travail sont donnés aux latinos. Et ici, c'est très bas. Et même avant la signature des protocoles, les entrepreneurs espagnols ont manifesté leurs préférences. Ils ont dit on préfère travailleurs jeunes, mariés, avec des enfants, d'origine rurale, de niveau socio-économique bas et avec les pays qui partagent notre langue, mais aussi notre religion et notre culture. C'est-à-dire, c'est pour favoriser ces collectifs. En troisième lieu, les collectifs de latino-américains ont été favorisés dans le processus de régularisation. Ces 12 années, par exemple l'année 2000 et 2001, on peut voir que 100% des demandes, les Marocains ont été positifs, uniquement 70% ici 50%, mais les Colombiens, les Équatoriens et les collectifs latinos plus. Alors, il y a une préférence aussi dans ces processus de régularisation. Alors, on demande, est-ce que le gouvernement espagnol a utilisé la politique migratoire en favorisant ces collectifs au profit des entreprises espagnoles? Et on va aborder cet aspect dans la troisième partie. Bon, à partir des années 90, les entreprises espagnoles ont intensifié leur présence à l'étranger, principalement en Amérique latine. En effet, les entreprises espagnoles ont profité des processus de privatisation et des politiques de libéralisation qui sont mises en œuvre dans les pays de l'Amérique latine à cette période. Et ces politiques ont été imposées pour le FMI et pour la Banque mondiale. C'est dans le cadre de politiques d'ajustement structurel. De cette façon, depuis la fin des années 90, l'investissement étranger direct espagnol occupe la 8e place dans le monde et la 12e place dans les pays latino-américains. Et il y a quelques pays latino-américains où l'Espagne, l'investissement espagnol occupe les premières places. L'expansion des entreprises espagnoles en Amérique latine a été facilitée pour les liens historiques, culturels, linguistiques entre l'Espagne et ces pays. Mais de plus, l'Espagne a utilisé deux instruments pour renforcer cette expansion. D'une part, l'aide publique au développement et d'autre part, les accords bilatéraux. Alors, on va voir ça, comme il y a une relation entre l'investissement espagnol et l'aide au développement, et comme il y a une relation entre l'investissement espagnol et la politique migratoire. En ce qui concerne l'aide publique au développement, la participation espagnole est de moins de 100% du total du monde du pays du CAT, que c'est la plupart de l'aide, c'est le pays du CAT, que c'est un organe de la OCDE. Alors, si on va voir du total, l'Espagne c'est moins de 100%, c'est la ligne gros, non? Mais si on va faire en Amérique latine, on peut voir que c'est beaucoup. Ici c'est les 10%, ici les 15%, et même ici plus de 25%. Alors l'Espagne, il y a du total du monde,
non? En Amérique latine, Espagne, c'est prioritaire. Mais ce n'est pas une coïncidence, parce qu'on peut lire dans les plans directeurs de la coopération de 2005-2008 du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération. Ce document reconnaît l'influence positive qui existe entre l'aide publique au développement espagnol en Amérique latine et les intérêts commerciaux et géostratégiques espagnols dans la région. En effet, il y a une coïncidence dans le temps entre l'entrée de l'aide et l'entrée de l'investissement. Pour voir la relation entre investissement et politique migratoire, on peut voir que le gouvernement espagnol a favorisé l'entrée des Latino-Américains, comme on a déjà vu. Et on peut voir que dans l'année, par exemple, dans l'année 2001, l'investissement étranger direct espagnol en Équateur a été de 5 millions. Et après l'accord de contingent pour l'entrée des Équatoriens, cet investissement c'est de plus de 40 millions. C'est en parallèle, il y a un accord en Équateur, après il y a l'investissement espagnol. Et ce n'est pas casualité que les pays qui ont augmenté le nombre de travailleurs étrangers, c'est la Colombie, de 2000 à 2005, c'est de vers 1000%, c'est la même chose pour l'Équateur, mais le total c'est vers 300%. Alors, il y a une relation entre, il y a l'arrivée d'étrangers ici, mais au même temps, c'est l'arrivée d'investissement espagnol dans ces pays. Et par exemple, pour quelques pays, avec les pays avec lesquels l'Espagne a signé des accords de migration, sont les pays où l'histoire d'investissement étranger direct est le plus important. Par exemple, tous les investissements étrangers en Équateur, les 35% c'est espagnol. Et pour la Colombie, c'est les 30%. Et pour la Bolivie, qu'il y a accord en Équateur aussi avec la Bolivie, c'est les 30%. Et la République dominicaine, c'est plus de 20%. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une relation entre l'arrivée des accords migratoires et après, alors on peut penser le gouvernement dit, et si vous voulez que les Équatoriens viennent en Espagne, on va faciliter ça, mais vous va faciliter l'entrée de l'entreprise espagnole là-bas. Bon, ce n'est pas écrit ici, mais on peut imaginer, c'est bon, mais après, cependant, l'arrivée de nombreux clandestins par voie maritime en 2006 a changé les priorités de la politique migratoire et de la politique extérieure espagnole. En 2006, le gouvernement espagnol a mis en œuvre le premier plan Afrique et ensuite le deuxième plan Afrique. Ce plan, c'est pour réduire l'arrivée des migrants d'Afrique. Et ces plans ont deux axes, la coopération au développement et la coopération en matière migratoire. Mais fondamentalement, c'est le contrôle des frontières et les rapatriements. Pour le gouvernement espagnol, ces plans ont été un succès pour le contrôle des frontières parce qu'en 2006, on arrivait 35 000 clandestins sont arrivés à la côte, mais en 2012, uniquement 4 000. Alors, c'est un succès. Mais on va dire que les immigrants ont utilisé d'autres itinéraires plus dangereux en augmentant le nombre de morts en mer. En ce qui concerne pour voir la relation entre ces politiques
de contrôle des frontières. Maintenant, ce n'est pas l'arrivée des transferts, c'est le contrôle. Les pays vont faire le contrôle des frontières et l'aide au développement. Bon, et ce qui concerne la coopération pour le développement, petit à petit, le pourcentage de l'aide au développement espagnol a augmenté en Afrique. Si on met 12% de l'aide, on peut voir qu'en Amérique latine, c'est ça, c'est le plus élevé. Ici, c'est de 12% de l'aide espagnole au développement, plus de 60% c'est pour l'Amérique, mais ici, uniquement 20% pour l'Amérique. Ici, c'est le changement. C'est les années du plan Afrique, à partir de 2006, il y a un changement pour les intérêts économiques. Mais cette augmentation n'est pas servie pour développer le continent africain. Bien au contraire, l'aide publique au développement en Afrique a été utilisée au profit des entreprises espagnoles. D'une façon directe, j'ai fait la traduction littérale, qu'est-ce que dit le plan. Il y a 7 objectifs du plan. L'objectif numéro 5, pour Afrique, l'objectif c'est le renforcement et la diversification des échanges économiques, ainsi que la promotion des investissements, sans oublier l'importance stratégique de la région subsaharienne, en particulier le golfe de Guinée, pour notre sécurité énergétique et les opportunités d'affaires dans le secteur hydrocarbures pour les entreprises espagnoles. Alors, ce n'est pas pour aider l'Afrique, c'est pour profiter des entreprises espagnoles, les grandes entreprises espagnoles. En effet, le plan a donné priorité à la création d'entreprises mixtes et à la participation d'entreprises espagnoles comme Repsol YPF dans le secteur énergétique en pays comme Angola, le Gabon, la Guinée ou le Nigeria. Et le plan a donné aussi la priorité à la renégociation des accords de pêche dans les pays comme la Namibie, le Mozambique ou l'Afrique du Sud, pays où quelques transnationales espagnoles comme Pescanova ont déjà des intérêts de pêche. Et on va dire pour finir que l'expansion des multinationales espagnoles a appauvri le continent. Par exemple, l'activité des bateaux européens, plus concrètement espagnols au Sénégal, a ruiné beaucoup de pêcheurs sénégalais qui ont été obligés d'émigrer. Paradoxalement, beaucoup d'eux ont arrivé en Espagne. Et alors, merci à tous pour votre intérêt, pour votre attention, et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Rosa. C'était très très intéressant. On a découvert beaucoup de choses sur l'Espagne, notre voisin du Sud. Et donc, on va procéder à la période des questions et des commentaires, s'il y a eu. Ah, bon. Dans les statistiques sur les sympathies des Espagnols pour les immigrés, les Colombiens arrivent en très mauvaise position par rapport aux autres latino-américains. Pourquoi? C'est à cause de la drogue? Bon, je ne sais pas, je ne peux répondre à ça. Mais c'est vrai que la sympathie les plus hautes, les valeurs les plus élevées, sont pour les Argentins et les Mexicains. Et normalement, c'est parce que parmi ces collectifs, il y a des personnes plus qualifiées. C'est pour ça que les Espagnols préfèrent les personnes plus qualifiées. C'est pour ça que les Argentins et les Mexicains sont normalement les préférés des Espagnols. Très bien. Quelqu'un d'autre? Puisqu'on est sur les statistiques, est-ce qu'il est possible d'affiner en ce qui concerne le Maroc les immigrés qui viendraient de l'ex-Maroc espagnol ou du Maroc sous protectorat français, etc. Parce que là aussi, il peut y avoir des liens. Je ne comprends pas. Le Sahara occidental, je crois. Non. Le Maroc, bon, jusqu'en 60, au début des années 70, il y a eu une partie du Maroc, le Rif, qui était
espagnols. Bon, il y a eu la Mancha Verde, il y a le problème sahraoui qu'on se traîne depuis 40 ans, bon bref. Alors ma question c'est de savoir si au niveau des statistiques qui ont été produites, on peut faire la différence, ou la différence a été faite, entre les immigrants qui venaient plutôt de la région qui était sous influence espagnole, ou sous l'autre partie du Maroc. Non, il n'y a pas de différence dans les statistiques, on peut faire la différence. C'est l'ensemble du Maroc. C'est l'ensemble, les statistiques. Mais l'impression, c'est que normalement, ce n'est pas ces régions, que c'est la région agricole du intérieur qui vient travailler là-bas en Espagne. Parce que les Marocains sont les premiers étrangers en Espagne pour la proximité. Non, parce qu'il y a besoin de travailleurs étrangers dans l'agriculture de l'Andalousie. Et c'est pour ça que, traditionnellement, sont les travailleurs qui viennent. Sont travailleurs temporaires. Ils viennent pour faire après. Oui, effectivement, c'est l'ensemble du Maroc qui fournit cette émigration vers l'Espagne. Ce n'est pas simplement la région du Rif, où on parlait l'espagnol, qui fournit l'émigration, mais c'est bien l'ensemble du Maroc. Bien, je crois que vous pourriez répondre à ma question. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y ait eu une baisse considérable de la natalité en Espagne qui ait fait que les Sud-Américains reviennent à leur pays d'origine? Oui, oui. Parce que, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le nord d'Europe. Il y a une croissance économique très haute, mais la population, il y a une désaccélération. Mais après les années 90, c'est le contraire. C'est l'Espagne qui a une croissance plus élevée, et c'est la décélération de la population parce que notre transition démographique, c'est plus tard. C'est jusqu'à les années 80. Non? Alors, si à partir de 80, la natalité est bas, non? Après, il y a travailleurs pour les emplois qui sont créés à l'économie. Et alors, en effet, pendant les périodes 2000, il y a une croissance de la population en Espagne, mais c'est pour les étrangers et pour la natalité des étrangers, pas pour la natalité espagnole. Aujourd'hui, la fécondité c'est 1,1%. C'est très, très, très bas. Savez-vous le conflit qui se présente? Ces Sud-Américains viennent en Espagne et acquièrent la nationalité espagnole. Oui. Mais certains ne restent pas en Espagne, Oui. viennent en France. Alors, est-ce que la France les considère comme espagnols, Oui. c'est-à-dire européens, alors qu'ils sont d'origine américaine? Oui, mais ils ont la nationalité espagnole parce qu'il y a double nationalité avec les pays latino-américains. Et alors, en fait, j'ai trouvé beaucoup de personnes latino-américaines ici à Bordeaux qui m'ont dit « Ah non, je suis espagnol. Je suis mexicain, mais je suis espagnol. Et maintenant, il y a le chômage là-bas et je suis ici parce que je suis espagnol et je vais profiter de ça. » Dans vos Et statistiques, même, j'ai trouvé ici à Bordeaux quelques collectifs de Sénégalais qui c'est le même cas. Ils sont espagnols parce qu'ils sont là-bas, mais aujourd'hui, ils sont ici. Parce que comme ils parlent en français, c'est très facile pour sa intégration. Et c'est le pays à côté. Et alors, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont d'autres origines. Oui. j'avais une autre question, et puis vous m'avez dit. On reviendra. Oui, dans l'ensemble de vos statistiques, on a vu énumérer un bon nombre de pays latino-américains, mais on n'a pas vu apparaître le Venezuela. Oui. Alors que le Venezuela était un pays qui a reçu beaucoup d'Espagnols du fait de la guerre civile et de la post-guerre
de gens qui cherchaient de meilleures conditions de vie. Et actuellement, quelle est la situation vis-à-vis du Venezuela? Si, mais il n'y a pas beaucoup de personnes du Venezuela en Espagne. En fait, les premiers collectifs sont les équatoriens et après les Colombiens. Non, parce que sont les pays, parce qu'ils sont venus, parce qu'il y a les accords bilatéraux. C'est pour ça qu'ils sont venus. Il y a quelques personnes de Venezuela, oui, mais ce n'est pas les majoritaires. Non. Et sont les personnes de Venezuela, d'Argentine et de Mexique. Et sont personnes, normalement, il y a parmi lui, il y a beaucoup de personnes qui sont professionnelles très qualifiées. Oui, oui. Vous parlez de la facilité qu'il y a pour ces émigrés à acquérir la nationalité espagnole. Oui. Je me souviens du gouvernement de M. Zapatero, qui avait nationalisé en bloc des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'émigrants. Bon, on le lui a reproché par la suite, mais c'était un très beau geste du côté de l'Espagne. Oui, oui, parce que à partir de Zapatero, la loi a changé. Et c'est la deuxième génération d'Espagnols qui peut récupérer la nationalité. Non? Avant, les enfants des Espagnols sont espagnols, mais à partir de ça, c'est les petits enfants des Espagnols sont espagnols aussi. Non? Alors il y a une extension de la nationalité espagnole. Bien. La crise en Espagne a eu de sérieux effets sur l'émigration. Et c'est pour cela que nous avons retrouvé ici des émigrés qui venaient d'Espagne alors qu'ils étaient d'une autre nationalité. Souhaitons que tout s'arrange et que vous ayez un jour un gouvernement. D'abord, merci, chers collègues, pour votre exposé sur l'aspect d'immigration, notamment en Espagne. Vous avez abordé l'aspect immigration et développement économique en parallèle en Espagne. Et vous avez mis l'accent surtout l'immigration liée à l'aide au développement ou bien à l'investissement étranger dans le pays qui tout provient, c'est-à-dire l'Amérique latine. Cette parallèle était bien mis, je pense, en lumière. Et ça permet un petit peu d'expliquer un petit peu ces privilèges qu'ils ont, les pays d'Amérique latine, par rapport aux autres pays, notamment au Maroc. Et ce que j'ai appris, c'est que vous faites référence aux années, fin des années 70 jusqu'à 2000, 2008, 2009, 2012 jusqu'à. Dans cette évolution, je constatais qu'après l'Allemagne, c'est l'Espagne qui a eu le plus d'immigrés. Oui, oui, oui. Donc, ça me paraissait un petit peu paradoxal. Pour moi, c'était une surprise au sein des pays d'Europe qui est, après l'Allemagne, l'Espagne, qui a reçu le plus d'immigrés. Ce que je voulais savoir, parce que tous vos données statistiques reposent sur une période de croissance économique en Espagne. D'où l'influx important, l'arrivée importante, parce qu'il y a ce besoin des immigrés en Espagne. Et après, c'est notamment ces 4-5 dernières années d'évolution, c'est comment c'est ces produits. Je pense que ça va dans le sens inverse, puisque l'Espagne, comme c'était évoqué à l'instant, vit une période de crise. Et quelle est l'évolution concernant pour les 4 ou 5 dernières années? Et comment, éventuellement, quelle est l'approche de l'Espagne vis-à-vis des réfugiés, qui est un petit peu
agite les esprits depuis quelques années, notamment venant en Europe. L'Espagne, comment va cet aspect des choses? Voilà, merci. Bon, parce que l'augmentation des étrangers en Espagne, c'est incroyable. Il y en a qui sont entrés plus d'1 million de personnes pour an. C'est un rythme d'entrée très fort, non, en Espagne. C'est pour ça, c'est impressionnant. Et à partir de 2008, c'est le contraire. Non, parce qu'on va regarder les étrangers. Et jusqu'à ce il y a moins. Aujourd'hui, il y a moins. Chaque année, c'est moins d'étrangers. C'est normal parce qu'ils sont les premiers à émigrer. Parce qu'ils disent, bon, on n'est pas chez nous, alors on va. Non? Si tu n'es pas un espagnol et un chômage, on va dire, bon, si je vais émigrer, c'est la famille, c'est les amis, c'est tout. Mais un immigrant, il n'y a pas ce lien très fort de la famille, c'est ma langue, c'est ma culture. Alors c'est plus facile, non? Et pour émigrer, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui, à partir de 2008, ils sont émigrés. Oui. Une autre question. On parlait d'intérêt économique. Les monnaies ont joué un rôle dans les choix qui ont été faits sur ce sujet. Je ne comprends très bien, mais C'est-à-dire le rôle des monnaies, les taux de change sont à différents niveaux. par rapport à l'euro. Voilà. Oui, Est-ce que cela a influencé? Est-ce que la variation des taux de change des monnaies latino-américaines a eu une influence sur les flux migratoires? Si par exemple les escudos, le taureau, je sais plus, baissaient par rapport à l'euro, est-ce que ça a pu avoir une influence sur les flux migratoires? Ou est-ce que si les monnaies latino-américaines s'apprécient par rapport à l'euro, est-ce que cela a pu avoir une influence sur le volume des flux migratoires ou la provenance? Voilà. je ne sais pas, je n'analyse ça, je C'est ne peux pas répondre. Ça peut procéder, effectivement, s'il y a eu une dévalorisation des monnaies par rapport à l'euro, c'est un signe d'appauvrissement des pays. Et peut-être que, dans ce cas, cela peut avoir un effet... Un effet d'attraction, mais bon, mais je n'ai fait l'analyse de sa donnée, je ne peux dire oui ou non. Bon, je peux dire que peut-être que oui, bon, c'est raisonnable. Oui, non, mais bon... Oui, effectivement, le calcul économique du migrant existe. J'ai vu que l'Espagne, d'abord il y avait ma question, voilà, pour l'aide publique au développement que l'Espagne octroie aux pays latinos, je crois que c'est une aide qu'elle donne de la main droite et qu'elle reprend de la main gauche, parce que voilà, c'est pour, comment dirais-je, pour implanter les entreprises espagnoles, petites et moyennes et grandes, donc ce qui rend l'économie espagnole très florissante de ce point de vue. Le deuxième volet de mon intervention, vous avez mis l'accent beaucoup sur l'antipathie espagnole vers le Maroc. Je crois, moi je dédie ça surtout à l'histoire très très lourde du Maroc avec l'Espagne. D'abord, il y a le nord du Maroc, les deux villes qui sont toujours occupées par l'Espagne, ainsi que l'intervention sournoise, toujours dans le conflit du Sahara marocain. D'autre part, il y a aussi le problème des côtes marocaines que l'Espagne, convoite beaucoup
au moment où le Maroc était conscient du fait que l'Espagne, non seulement dans ses eaux, elle pêchait, mais elle mettait des ventouses pour pomper le poisson. Et lorsqu'elle a arrêté ça, le Maroc, on était conscient qu'il voulait arrêter là le contrat. Il a colonisé la petite île Layla. Voilà. Donc il a fallu plusieurs interventions américaines et tout ça pour qu'elle se retire. Moi je ne vois aucun beau geste de la part de l'Espagne, ni dans le développement des pays qu'il a colonisés, parce que c'est presque 27 pays latinos. Donc c'est elle qui bénéficie de toute la richesse de ces pays, et il leur donne le petit hameçon là. Voilà. Je n'ai pas une vision très comment dirais-je, c'est un pays qui est pris par des hommes à bras de fer. C'est un pays qui sait ce qu'il fait, et derrière, je crois, il y a toujours cet esprit colonial. Je m'adresse... Oui, tout à fait. En effet, j'ai dit à la fin de la conférence, précisément, que l'aide au développement, c'est l'aide pour les entreprises espagnoles, pas pour les pays qui reçoivent cette aide. Par exemple, en Amérique latine, bon, beaucoup de pays, mais en Amérique latine aussi, il y a parmi l'aide au développement, il y a un instrument qui s'appelle le FAT, Crédit FAT, que c'est le Crédit Fond d'aide au développement. C'est un crédit. Alors, on va comptabiliser ça et on va dire, bon, on va faire l'aide, mais on va donner 1 million d'euros à ce pays, mais ce crédit, on va acheter les produits espagnols. C'est un crédit conditionnel. Alors, on va favoriser à l'Espagne. C'est pour ça que je défends que aujourd'hui, le fonctionnement de l'aide, ce n'est pas pour les pays qui ont besoin. C'est au profit des pays qui sont riches. Mais l'Espagne et les autres pays, c'est le même cas. Et alors, le cas de Maroc, c'est clair. Et alors, je pensais que c'est l'année, même c'est l'année 2001. Non, l'année 2000. C'est l'année 2000, c'est l'entraînement d'Agnar avec le roi de Maroc. Parce que le roi de Maroc a dit non, on va faire la rénovation des accords de pêche, mais on va profiter un peu au Maroc. Non, parce que l'Espagne, non, et Agnar dit que pas du tout. On va faire le système de condensat et on va favoriser les latinos. Non? Et c'est pour ça qu'il y a les enfrentements, comment ça s'appelle, élegidos, non? Parce que les Marocains attendent les contrats pour travailler. Le gouvernement espagnol a dit non, il n'y a pas de contrat. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Et j'ai pensé aussi que la télévision, la télé, a fait beaucoup de mal. Parce que l'image que se procède des immigrants, c'est une image que c'est négatif et que c'est un profil que c'est beaucoup de pareil aux immigrants marocains. Alors les immigrants, ce n'est pas bon, et c'est pareil beaucoup aux Marocains. Alors, non, après, beaucoup de personnes disent, bon, est-ce que vous pensez que le Marocain est une personne que vous avez confiance dans le Marocain? Ah, pas du tout. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un de personne marocaine? Pas du tout. Non, alors c'est une idée, non, à la tête de la personne, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas ces nationalités. Il n'y a pas d'amis, d'immigrants, il n'y a pas, non, mais je pense que les Marocains sont ici. Non, mais... C'est pas culturel, je crois, mais c'est des a priori. Parce que les Marocains, ils parlent espagnol aussi bien que l'anglais, ils parlent les langues, donc c'est pas ça. Il y a aussi peut-être le rempart religieux, avec l'histoire aussi de l'Andalousie, là, le 8 siècles de la civilisation musulmane en Andalousie. Je crois
pas, ils ont peur d'un retour parce que c'est les Marocains. D'autre part, il y a un point très très important que je veux souligner, c'est le fait que les entreprises espagnoles aujourd'hui, elles concurrencent beaucoup les entreprises françaises. Voilà, ils sont plus présentes et ils essayent de s'accaparer la part de blanc voilà, dans l'économie marocaine, qui est une économie en gestation. Il y a des efforts qui se font voilà, voilà. Et aujourd'hui, ils prennent une part des entreprises françaises. Je voudrais dire quelques mots sur l'impérialisme, n'est-ce pas? L'exploitation impériale. Hein. Alors, effectivement, il y a l'Espagne, il y a la France avec son ex-précaré, il y a les États-Unis. Mais il n'y a pas que des gros impérialismes, il y a aussi des micro-impérialismes, n'est-ce pas? Et lorsqu'on voit l'influence de l'Afrique du Sud dans le cône sud de l'Afrique, hein, qui dispense de l'aide, mais aussi qui exploite les pays voisins, ça, on appelle ça aussi de l'impérialisme. C'est la même chose en Afrique de l'Ouest avec le Nigérien et son hinterland hein, qu'il exploite. C'était la même chose à l'époque, et là j'ai beaucoup travaillé là-dessus, pour la Côte d'Ivoire, qui déployait son micro-impérialisme sur les pays voisins, le Bénin, le Burkina, le Mali, etc. Alors, c'est pas, je ne veux pas justifier ça, mais il faut le dénoncer, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus focaliser sur une chose. Il y a des différents niveaux d'exploitation et différents niveaux d'impérialisme. Hein, voilà, hein, comme le disait André Günther Frank, qui était latino-américain, n'est-ce pas, hein, il y a toute une chaîne d'exploitation qui part du centre et qui va jusque dans les campagnes les plus reculées, voilà, hein, à travers toute cette exploitation, à travers ce qu'il appelait les métropoles et les satellites, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, si vous voulez, il faut quand même remettre un petit peu les choses en place. Je ne dis pas, hein, c'est pas pour justifier, loin de là, mais c'est pour expliquer que dans notre monde tel qu'il est, eh bien, tout le monde exploite tout le monde, ou presque, hein, sauf ceux qui sont... Hein, alors, on est d'accord, hein, mais avec des degrés d'exploitation divers. Et on doit le déplorer. Voilà. Bien. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, on va voir... Oh, ça va, on peut encore éventuellement... hein, Gary. Donc, je reviens, vous savez que ma collègue, depuis quelques années, on insiste au niveau de recherche académique, il y a une intensification de la recherche au niveau d'immigration, au niveau international, dans le monde universitaire académique, vous savez. Et qu'il va y avoir une conférence assez élargie au mois de septembre à Sicile, vous savez, en Italie. Des chercheurs de renommée mondiale vont se réunir, ils vont discuter de la problématique de l'immigration et des réfugiés. Et je pense que vous connaissez, puisque vous suivez, vous travaillez sur cet aspect des choses. Ce que je voulais savoir, c'était le dernier aspect de mon intervention tout à l'heure, vous-même, comment vous percevez, vu d'Espagne, le problème des réfugiés qui vient du Moyen-Orient suite aux événements des guerres, tout ça. Et ça se discute, vous savez, en Europe, il y a eu des accords entre la Turquie et l'Union européenne pour, au fur et à mesure, recevoir ces réfugiés venant de ce côté-là. Et quelle est la position de l'Espagne devant cette problématique? Bon, je pense que c'est clair, non? La télé, on peut voir à la télé donc, que l'Espagne n'est pas fait, qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire.
Elle dit non, non, on peut faire l'accueil de quelques réfugiés. Et après, il ne fait pas. Non, et ma position c'est qu'on doit faire, parce que les pourcentages que signifient les réfugiés pour l'Europe, c'est plus bas. Ce n'est pas... C'est le minimum. On peut faire. C'est ma position. Et bon, mais c'est dimanche, il y a beaucoup de concentrations et de manifestations dans toutes les villes de l'Espagne pour dire au gouvernement qu'on doit faire l'accueil des réfugiés. Oui, c'est la position, mais une chose c'est la société espagnole et une autre chose c'est le gouvernement. Donc il est préoccupé pour votre question aujourd'hui. Il a autre préoccupation, autre souci. Oui, c'est vrai. En France, le MEDEF est favorable à l'accueil des réfugiés. On se demande pourquoi. Par exemple, le MEDEF, c'est le syndicat des grands entrepreneurs. Sans favorables, parce que ça va permettre de finir de détruire l'État-providence. Et puis on va renforcer l'armée de réserve, donc parler le bouchon. C'est les vieux schémas depuis c'est vrai. Après tout. Oui. Bien, alors, voilà. Très bien. Une dernière question, peut-être. Oui. Nous avons en France à souffrir de courants xénophobes. On pense au Front National. Est-ce que vous auriez en Espagne à connaître le même style de courant politique qui pourrait justement s'appuyer sur les flux migratoires pour développer une campagne d'extrême droite? Bon, en Espagne, pour l'instant, il n'y a pas Frente National, comme ici en France, non? C'est important. Et il y a quelques villes de l'Espagne où les ultras sont forts, oui, mais c'est très très minoritaire. Non? Je pense que bon, le rôle d'Espagne comme pays d'immigration, c'est très récent. C'est pour ça, bon, mais je pense que c'est différent. C'est différent, mais non, il n'y a pas... Non, mais il y a beaucoup d'associations, même d'Espagnols, qui font même l'autre jour, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Amabil, qui s'appelle les Forums d'immigration. Et l'autre jour, m'a envoyé un courriel pour dire je ne sais pas si c'est le mercredi, il y a un avion qui va à l'Équateur et le gouvernement va faire le recrutement pour mettre beaucoup de personnes pour les rapatrier. Non? Alors, elles font ça pour faire la protection des immigrants. C'est tout le contraire. La société espagnole, c'est difficile parce que c'est très divisé. Il y a une société très, très conservateur, mais il y a une société très, très, très... oui, c'est totalement... C'est l'Espagne de Pereira. Beaucoup de fois, on dit ça. Donc, c'est les deux Espagnes, et aujourd'hui, sont là. Bien. Alors, on va clore cette séance.